il est clair pour tout le monde que la raison pour laquelle j'ai le grand plaisir et l'honneur aussi d'ouvrir cette conférence avec Ilaria Milazzo. Donc moi, je suis la directrice de l'Institut pour les transformations environnementales de Sciences Po, qui a pour objet, pour enjeu de soutenir, d'aiguiller un peu toutes les entités de Sciences Po pour prendre en compte cette question de l'environnement dans les enseignements, dans la recherche, dans les activités que l'on mène. Et donc, très clairement, le partenariat, le travail avec l'école urbaine est au cœur de la façon dont on travaille. Et donc, c'est pour ça que je suis très, très heureuse de pouvoir ouvrir cette conférence sur la science-fiction, les imaginaires de la transformation écologique. Ilaria Milazzo l'a rappelé, le détour par la science-fiction, c'est un moyen tout simplement, ou en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai compris, de chercher à s'extraire des contraintes d'aujourd'hui, de manière à pouvoir envisager ce que sont les futurs possibles en contexte de changement climatique et en tenant compte des transformations en lien avec la crise écologique, avec la crise climatique. Et donc c'est extrêmement important de réussir à s'extraire de ces contraintes. Pour moi qui suis quotidiennement engagée dans les transformations, essayer de pousser pour que ces transformations aient lieu, je n'arrête pas de me heurter à des réponses qui sont très ancrées dans les contraintes d'aujourd'hui et qui dépendent des contingences économiques, politiques, institutionnelles, sociales, qui sont sans doute toutes extrêmement pertinentes et tout à fait justifiées, mais qui ne permettent pas totalement de réfléchir à ce que sont ces futurs possibles d'ici 30, 50, voire beaucoup plus. Et donc, de ce point de vue-là, cette conférence et la façon dont elle a été conçue et portée par les intervenants eh bien, nous permet justement de voir comment est-ce que ces déplacements dans le temps, dans l'espace, sont riches d'expériences, d'ouverture inspirantes pour qu'on puisse penser à la manière collective tout simplement de s'organiser pour faire face à ces défis. Ah, c'est bon. Pour cette introduction et pour cette invitation et la possibilité de faire ce trio finalement, puisqu'il y aura deux présentations puis une discussion autour de science-fiction et écologie. Alors moi je vais brosser une sorte de panorama de ce qui se passe dans des rapports entre science-fiction et écologie. Il y aurait un champ plus large à discuter qui serait les éco-fictions, qui est un peu plus large, qui contient les éco-science-fiction, les rapports strictement de science-fiction, sur lequel je ne vais pas parler maintenant parce que j'ai 25 minutes et je vais essayer de m'y tenir pour qu'on ait le plus de temps possible. D'abord pour que Guillermo puisse parler tranquillement et ensuite qu'on ait le plus de temps possible pour les échanges, qui sera le plus intéressant. Je vais aussi beaucoup, et Guillermo sans doute derrière moi, faire beaucoup d'allusions à des ouvrages. Je mettrai les couvertures. Tous les ouvrages ont été communiqués à la bibliothèque, donc d'une façon ou d'une autre, ils seront soit référencés là-bas, soit achetés, soit présents dans un rayonnage prévu à cet effet. Évidemment, les planches peuvent être rendues disponibles pour avoir les titres et récupérer tout ça, ou les photographier, enfin, tout est possible. Et je commence par ces deux bouquins-là, que je vous recommande vivement la lecture, Hors les décombres du monde, de Yannick Rumpala, qui est un professeur de sciences politiques à l'université Nice-Côte d'Azur, et qui a écrit Hors des décombres du monde, écologie, science-fiction et éthique du futur. Je vous recommande vivement sa lecture et cette présentation emprunte pour partie des éléments de Rumpala. Et Nos futurs, là, cette fois-ci, c'est un recueil, c'est une tentative, justement, dans l'idée d'envisager, ce que disait tout à l'heure Charlotte, c'est-à-dire d'envisager les possibles, qui est cette fois-ci un recueil que j'ai dirigé avec deux autres collègues, et qui contient des textes de science-fiction, des nouvelles de science-fiction, couplées avec des textes scientifiques qui élaborent autour du thème de la nouvelle, les thèmes étant l'un des 10 des 17 objectifs de développement durable fixés par l'ONU. Et donc, ça permet de mettre en scène un certain nombre de questions autour de ces objectifs. Alors, la science-fiction, elle date d'il y a longtemps, il y aurait toute une histoire à raconter. Je me jette directement dans l'âge d'or de la science-fiction. C'est peut-être la chose dont vous avez déjà entendu parler, la partie initiale de la science-fiction américaine. C'est une littérature d'abord d'origine européenne, il faut bien avoir ça en tête. Hein. La science-fiction, qui est devenue ensuite la science-fiction aux États-Unis, est née en France sous le nom de Merveilleux scientifique, aux États-Unis, en Angleterre sous le nom de Scientific Romance. Et ces œuvres-là sont revenues en France ensuite et au début se préoccupent pas beaucoup des questions écologiques. C'est quand même des œuvres à la gloire de la technique. Il n'y a pas de problème qui n'ait une solution technique. Et on le voit dès la proto-science-fiction avec Jules Verne, où il y a énormément d'éléments techniques qui sont mis en scène pour l'exaltation du public, mais aussi pour montrer les merveilles de la technique, les merveilles du monde révélées éventuellement par des objets techniques. Donc là, on a tout un tas de choses qui permettent d'écraser glorieusement tous les écosystèmes. La question ne se pose même pas, sauf dans deux œuvres, c'est pour ça que je les cite ici. Une qui vient d'être rééditée, La Terre demeure, Earth Abides en anglais,
où je mets un petit pitch à chaque fois, je vais essayer de pas trop vous spoiler. Enfin, il se passe des choses avec une pandémie foudroyante, vous voyez, ça rappelle quand même des éléments. Et puis, il y a un jeune homme qui revient d'avoir fait une mission dans une forêt, il revient, il n'y a plus personne, et évidemment, il se pose tout un tas de questions. Et puis, le fameux Demain les chiens de Clifford Simak, qui fait partie des chefs-d'œuvre de la science-fiction, où cette fois-ci, sont des chiens dotés de paroles, mais par des humains qui ont disparu et qui s'interrogent sur pourquoi les humains ont disparu. Donc, c'est une œuvre aussi extrêmement intéressante, très poétique par certains aspects, très triste par d'autres. Et voilà, ça, c'est un peu les deux seules œuvres dans cette grande période où on voit des éléments où les enjeux écologiques, où l'humanité a finalement subi les conséquences de ses actions qui étaient de dégrader son environnement. Alors la question de l'habitabilité de la Terre, de s'intéresser aux questions pour une espèce expansive comme l'espèce humaine, de se poser la question des seuils et des limites. Est-ce qu'à un moment donné, on finit pas par toucher les limites de la boîte assez grande qui s'appelle la Terre et dans laquelle nous sommes, et en fait nous couvrons que la fine pellicule habitable pour nous. Il y a des choses habitables, il y a des êtres qui habitent au fond des abysses ou dans la croûte terrestre, mais enfin c'est pas nous. Et donc est-ce que si à force d'habiter cette fine pellicule de surface et d'atmosphère, on finit par la dégrader au point que ça cause des catastrophes. Et ça arrive précisément dans les années 60-70, quand on commence à se poser les mêmes questions concrètement dans la Terre. On pense par exemple en 1969 à la publication du bouquin de Paul Ehrlich, un biologiste, qui s'appelle la bombe P en français, la bombe population, et qui se pose la question avec la transition, l'agriculture verte, la transition verte, toutes les nouveautés en matière de culture, est-ce qu'on pourra nourrir une humanité dont la croissance exponentielle se manifeste de manière absolument évidente? Moi, je suis né dans un monde où il y avait 3,5 milliards d'humains, il y en a 8 milliards maintenant, et à l'époque, on voyait que ça montait en flèche, notamment par un certain nombre de pays qui étaient en train de faire leur transition démographique. La mortalité décroissait considérablement et la natalité était toujours très élevée. Et il y a eu littéralement une explosion de la population. Et ça s'est traduit dans des œuvres de science-fiction. Et c'est là où la science-fiction est intéressante, parce que c'est un miroir de notre monde. Et on pourrait imaginer, pour reprendre un titre d'un bouquin de Frédéric Jameson, un grand commentateur et critique de la science-fiction aux États-Unis, on peut faire une sorte d'archéologie du futur avec la science-fiction. Une question intéressante, si on avait à notre disposition que les œuvres de science-fiction produites par l'humanité, un éventuel archéologue extraterrestre du futur, que pourrait-il raconter de cette humanité à partir de ses œuvres? Comment il pourrait finalement reconstruire l'humanité, au moins mal, à partir de ses œuvres? Et on le trouve dans, par exemple, John Brunner, Tous à Zanzibar, l'idée qu'à l'époque, l'intégralité de l'humanité, avec 1 mètre carré par humain, suffisait, on pouvait faire tenir tout le monde sur la seule île de Zanzibar. Donc Tous à Zanzibar, c'est donc on reste là comme ça, on ne détruit pas le reste. Et ça pose évidemment des questions. Une œuvre de 1968, une science-fiction très politique. John Brunner, on va y revenir tout à l'heure, une science-fiction très politique. Une autre endroit, Soylent Green, qui est devenu en français Soleil Vert. Ça vient d'un roman de Harry Harrison, qui s'appelle Make Room, faites de la place. Et Soylent Green, vous voyez, on voit comment le contrôle des populations, le riot control est assez efficace, il y a coup de pelleteuse. Et parce qu'il y a du monde, ils sont agacés, ils ont faim, et il n'y a pas grand-chose à manger. Ils mangent un truc qui s'appelle Soleil Vert. Je ne vous dis pas de quoi est constitué Soleil Vert, je vous laisse le découvrir en regardant le film, ou en lisant l'œuvre, mais en regardant le film, qui est assez étonnant et qui garde une actualité assez frappante, enfin par certains aspects assez frappante, même maintenant, 73. Et puis une dernière œuvre, là on va proposer l'œuvre cinématographique aussi, parce que le cinéma, après tout, c'est un vecteur de la science-fiction, bien sûr, et puis c'est assez agréable de regarder des films, lire des livres aussi, bien sûr. Et Logan's Run, alors en France, pour les ça s'appelait comment la série télévisée quand on était petit, Guillermo? T'as oublié, toi aussi, tu es vieux comme moi. Bon, bref, L'Âge de cristal, merci, voilà les boss, merci. L'Âge de cristal, exactement. C'est une série télévisée de l'époque qui avait un certain succès. Et donc là, il y a des questions aussi de surpopulation qui sont gérées de manière assez brutale. Disons qu'à partir de 25 ans, vous êtes déblayé. Donc c'est dans la salle, vous voyez, il ne reste plus grand monde si on applique les règles de l'Âge de cristal. Et il y a tout un protocole pour faire ça, et puis tout un tas de choses qui se passent. Je ne vous raconte pas toute l'histoire. Il se passe tout un tas de choses. On peut aussi trouver ça dans des romans comme le Dune de Frank Herbert, dont vous avez sans doute vu les deux œuvres enfin, cinématographiques de Denis Villeneuve, et peut-être le David Lynch de 1984, et où il y a tout un tas d'évocations. C'est un livre qui fait vraiment partie des œuvres majeures de la fiction écologique, si je veux dire, avec des thématiques écologiques qui sont intégrées dans l'œuvre, ou dans les thématiques écologiques, dans les éco-science-fiction, des éco-fictions. L'environnement n'est pas qu'un cadre, l'environnement est un être en soi, un personnage en soi, on le voit dans Dune avec ce désert et puis tous les êtres qui peuplent le désert de Dune, est un être en soi qui a
peut-être des buts et qui a des raisons d'être indépendantes des humains. Donc ce n'est pas juste un cadre qui est, pour faire joli, on met un désert et puis il y a des humains ou des extraterrestres qui font des plans à l'intérieur. Et donc, un des personnages de Dune, voilà ce qu'il nous dit sur la question du nombre de la population, de l'accroissement de population dans une boîte fermée, fût-elle grande à la taille d'une planète, c'est que la liberté décroît comme s'accroît le nombre. Cela est aussi vrai des humains dans l'espace fini d'un écosystème planétaire que des molécules d'un gaz dans un flacon scellé. L'analogie avec la thermodynamique, quand on met beaucoup de gaz dans un flacon scellé, la pression augmente, et si on équivalent cette pression humaine qui serait tout ce qu'on peut imaginer, des guerres, tout un tas d'affaires désagréables, eh bien, il y a cette analogie-là. On la verra aussi, alors dans la science-fiction, je ne l'évoquerai pas là, dans la science-fiction, l'analogie avec la thermodynamique, elle a été faite aussi avec une autre invention majeure de la science-fiction, du Isaac Asimov, qui s'appelle la psychohistoire. L'idée qu'on pourrait faire une sorte de prévision du futur, non pas à l'échelle individuelle, mais à l'échelle des grandes sociétés, pourvu qu'on ait suffisamment de milliards d'humains. Sur Terre, il n'y en a pas assez. Dans l'empire galactique dans lequel Isaac Asimov place sa psychohistoire, il y a des milliers de milliards d'humains, et là, c'est suffisant pour faire des statistiques, une sorte de big data avant l'heure, qui permet de prévoir l'évolution de l'humanité. Donc là, on voit une analogie thermodynamique là, dans Arrakis. Donc, les humains peuvent dégrader l'habitabilité de la Terre par leur nombre d'abord, tout simplement parce que plus on est de monde, moins il y en a. Ça rappelle évidemment Malthus et ses successeurs. Et il peut y avoir aussi une autre difficulté, c'est que les limites de la planète peuvent être atteintes au niveau des ressources. C'est-à-dire que, bien sûr, quand on est nombreux, on pioche plus dans le stock, mais on peut aussi, même si on n'est pas très nombreux, piocher beaucoup dans le stock. Il suffit d'en dépenser beaucoup et d'en gaspiller éventuellement beaucoup. Et donc, la question des volumes de ressources disponibles pour l'humanité est aussi posée dans la science-fiction, et que les équilibres naturels ne sont pas indéfiniment garantis. Enfin, ce qu'on pourrait imaginer, si on voit l'environnement comme un cadre dans lequel se jouent les choses, il est là, et il ne bouge pas. C'est quelque chose qui ne va pas être suffisamment grand pour absorber tout ce qui se passe à l'intérieur. Alors, évidemment, ça se produit, comme par hasard, cette émergence des limites de la Terre se produit massivement dans la science-fiction, comme par hasard, au moment de la publication du rapport du Club de Rome, du rapport Meadows en 1972, et John Brunner, lui encore, publie Le troupeau aveugle, qui est une œuvre assez magistrale aussi, qui montre un peu ce que c'est le monde, un monde dégradé, très dégradé. Alors je cite Claude Eken, un auteur de science-fiction qui est français, toujours là. Il y en a certains qui sont disparus. Claude Eken est toujours là. Et il nous explique, il a fait toute une analyse très détaillée de John Brunner, alors du point de vue politique, du point de vue social, de ce que ça montre. Et donc on est dans un monde où littéralement chaque action devient dangereuse. Le simple fait de sortir, c'est pas juste je prends mon parapluie parce qu'il va pleuvoir, c'est je prends mon parapluie et je prends celui qui va résister à l'acide parce que les pluies sont acides. Et puis comme l'air est pollué, regardez sur la couverture, on voit à la fois Coca-Cola et puis en même temps au milieu un distributeur d'air où vous pouvez respirer pour éviter de mourir, ce qui s'est déjà produit dans certaines villes terrestres réelles où il y a littéralement des distributeurs d'air ou des moyens d'essayer de ne pas être trop abîmé sa respiration par les pollutions engendrées par toute l'activité humaine. Donc, ces choses-là arrivent au moment où ça commence à émerger sur Terre, dans le réel, et la science-fiction s'en empare. Elle fait toujours ça, la science-fiction, ça reste, je le disais tout à l'heure, un miroir de notre monde, et elle s'en empare, et elle le met en scène, alors de façon des fois très extrême, pour finalement problématiser, mettre sous la loupe d'une certaine façon. On met sous la loupe le problème, on le rend extrême, peut-être au risque qu'il soit impossible, entre guillemets, ou pas impossible, mais on n'y croit pas trop, ça a l'air un peu trop extrême, mais ce qui compte, c'est pas tant la situation que la question qui est posée, et la réponse éventuellement apportée par l'auteur ou par l'autrice n'est pas très importante, c'est encore une fois la question qui est posée. C'est en ce sens que la science-fiction est intéressante, elle permet de problématiser des questions et de les mettre en scène à hauteur d'humains, à hauteur de personnages, parce que finalement ce sont des personnages qui vont vivre dans ce monde qui est décrit, et on le vit à hauteur d'humains. Et pas dans une sorte de grande description, disons, je n'ai pas leur jeter la pierre, mais un rapport du GIEC qui décrit le troisième rapport, pas le troisième, le sixième, mais dans le troisième groupe du travail du GIEC, qui va décrire des conséquences sur la pêche, des conséquences sur l'économie, des conséquences sur l'habitat, etc. Mais ça reste un rapport et c'est un peu froid. Là, c'est du concret, c'est des humains, ça peut même être des images si c'est un film, et du coup c'est plus frappant, il y a cet aspect-là qui permet de peut-être s'approprier un peu le message qui est derrière. Deux œuvres plus récentes, Jean-Marc Ligny, un auteur de science-fiction français qui est toujours là, et Paolo Bacigalupi, un Italien mais qui vit aux États-Unis, sur les thèmes de l'eau. Aqua TM, Aqua Trademark,
Donc là, on comprend que cette fois-ci, l'eau, maintenant, on va vous la compter. Si vous voulez boire, il faut la repayer. Évidemment, comme on n'a pas tous les moyens, il y en a qui vont moins boire. Il ne vous a pas échappé, quand on boit peu, on meurt. Et donc, là, c'est du concret. Et puis, évidemment, quand vous voulez rouler sur Terre, vous pouvez boire ce que vous voulez, y compris arroser votre pelouse, là où d'autres meurent de faim. Ce qui n'est pas sans rappeler des situations aussi très concrètes dans le vécu réel. On pense en Afrique du Sud, il y a 2 ans ou 3 ans, il y a eu un problème au Cap où ils n'étaient pas loin de leur limite d'eau, ils n'étaient pas loin d'arriver à la limite de capacité de fournir l'eau au rythme où elle est habituellement consommée. Et Waterknife, un autre problème sur l'eau de Paolo Bacigalupi. Donc là, c'est des questions de sécheresse, de finitude d'une ressource fondamentale pour la survie de l'humanité. 3 jours sans eau, vous êtes mort, tout simplement. Donc là, c'est beaucoup plus dramatique qu'une famine, qui est déjà elle-même dramatique. Alors, ces ressources qui pourraient être l'air, enfin, si on pense à John Brunner et les pollutions variées, dont les pollutions de l'air, qui pourraient être l'eau, bien sûr, c'est aussi les ressources en général, et en particulier celles qui font tourner notre monde moderne, qui sont des ressources essentiellement fossiles, de pétrole, bien sûr, de charbon, de gaz, et on a un certain nombre d'œuvres. Alors, je cite Andreas Hesbar, c'est un auteur allemand, toujours vivant, qui lui vit en France, en Bretagne, il est tombé amoureux de la Bretagne, alors il est en Bretagne. Et puis, Paolo Bacigalupi, encore lui, ferrailleur des mers, où cette fois-ci, il est question des métaux. Les mines de métaux dans le futur, ce ne sont plus que les dépotoirs et les cimetières de navires ou les cimetières de voitures. C'est les seuls endroits où on trouve des métaux. Les mines sont épuisées, beaucoup trop difficiles à exploiter. Les autres ne sont pas si faciles à exploiter, mais c'est les seuls endroits où on trouve des métaux encore avec des concentrations raisonnables. Et puis, dans une veine plus cinématographique et plus rude, Mad Max 2, qui là nous dit, quand l'essence manque, le moyen essentiel du fonctionnement du monde dans les années 80, et même maintenant encore, bien sûr, mais dans les années 80, c'était tout à fait évident, le film date de 1981, et bien là, évidemment, la société dégénère, et c'est une lutte clan contre clan pour l'accaparement des dernières ressources fondamentales, jugées comme fondamentales, qui est le pétrole. Et donc, ça pose tout un tas de questions sur la façon dont on va gérer les ressources en général. Sont gérées les ressources en général? Est-ce qu'on les partage? Est-ce qu'on donne selon les besoins? Est-ce qu'on donne selon les moyens? Et puis, est-ce que, quand les ressources viennent à manquer, parce que pour des stocks, que ce soit du pétrole, du gaz, du charbon, des métaux ou Dieu sait quoi, quand c'est du stock, quand ça ne se renouvelle pas, cette ressource a vocation à s'épuiser au fil de l'usage. Et à la fin, qu'est-ce que ça devient? Est-ce qu'on est dans le mode de la prédation, de la violence? Est-ce qu'on partage? Est-ce qu'on arrive à la remplacer? Les économistes disent que des fois, on peut substituer une ressource par une autre. Pour l'eau, ça va être difficile, si elle devait manquer, par exemple. Voilà, donc ça pose toutes ces questions et ça les met en scène avec une réponse qui, évidemment, souvent, on peut la discuter. C'est pas forcément vers celle-ci que le monde va converger. Mais encore une fois, ça permet de problématiser. Et dans Dune, cette fois-ci, la ressource est une ressource qui n'est pas une ressource énergétique, qui est l'épice produite par une unique planète désertique et sableuse, Dune, Arrakis, en langage vernaculaire, de l'univers. Et cette planète produit cette épice et donc est le lieu de conflits et de luttes considérables parce que cette épice permet le voyage entre les étoiles. Évidemment, le sous-texte est assez transparent pour une œuvre de 65 entre planète désertique, disons Arabie Saoudite ou monde du Golfe Persique, et puis épice, c'est le pétrole. À la différence que l'épice n'est pas un carburant, mais un produit qui permet aux navigateurs de la guilde interstellaire de voyager dans l'espace, de lire l'espace-temps d'une certaine façon, pour guider les vaisseaux dans l'espace-temps. Cette question de la finitude de ressources n'est pas une question nouvelle, à la fois dans les questionnements théoriques, si j'ose dire, par les personnes de l'art, mais aussi dans la science-fiction, dans la proto-science-fiction. Si on prend Jules Verne, dans L'île mystérieuse, se pose la question de la disparition du charbon. Et aussi dans un autre roman un peu moins connu qui s'appelle Les Indes Noirs, où il nous dit le charbon, il a vocation à disparaître. Et ça fait tout à fait écho à la publication de 1877-1875, c'est 10 et 12 ans après 1865, qui est la publication de The Coal Question, la question du charbon par Jevons, qui se pose la question, l'Angleterre qui bâtit sa puissance sur une disponibilité, une ressource indispensable à l'époque, qui est le charbon, avec des grandes disponibilités de charbon au Royaume-Uni, et qui bâtit sa fortune, sa gloire et sa puissance grâce au charbon. Et Jevons pose la question, mais ce charbon, sa vocation à s'épuiser. D'ailleurs, remarquez ce que dit une phrase très belle, je trouve très belle, de Jules Verne. Si les forêts extérieures repoussent incessamment sous l'influence de la chaleur et de l'eau, les forêts intérieures, le charbon, on avait compris que le charbon, c'était des fossiles de matière organique photosynthétique. Les forêts intérieures, elles, ne se reproduisent pas et le globe ne se retrouvera jamais dans les conditions voulues pour les refaire. Donc, dès le début, on avait compris que cette chose avait vocation à s'épuiser. Et Jevons nous dit, il faut faire attention. Si ça doit s'épuiser, utilisons-la parcimonieusement au lieu de l'exporter à tout va et d'en tirer profit.
utilisons-la parcimonieusement pour des buts élevés, de sorte qu'on anticipe la disparition de ce charbon et qu'on se retrouve dans des situations qui sera gérable à l'époque, peut-être lointaine, mais où il n'y aura plus de charbon. Là, on nous dit, dans au moins 250 ou 300 ans, c'est rassurant pour nous, nos arrière-petits-enfants se débrouilleront. Enfin, c'est un peu de... Là, il y a un peu de pas de cynisme, mais derrière petit cousin, un peu de cynisme. Enfin, il y a l'idée que, bon, bah, écoutez, qui se débrouille. Donc cette question-là est extrêmement importante. On voit encore une fois qu'il y a la question de... Ça pose la question de l'éthique du futur. Là, on en parlera sans doute plus tard dans la discussion. La science-fiction pose aussi des questions d'éthique du futur. Si je consomme des ressources maintenant qui ne sont pas renouvelables, elles disparaissent pour les régénérations futures. Alors, comment je gère ça? Qu'est-ce que j'en fais de cette information? Alors, une des possibilités aussi qu'a imaginé la science-fiction, si c'est le bazar sur la Terre d'une façon ou d'une autre, on touche les limites de la boîte de la planète Terre, qui est assez grande, mais quand même pas ici immense que ça, eh bien, c'est de quitter la Terre. Tout simplement, on dit, c'est bon, moi j'ai les moyens, salut les gars, je m'en vais. Et donc, on voit dans le film Elysium, où on construit des stations orbitales géantes, stations orbitales qui ont été imaginées, pour certaines d'entre elles, dès les années 70, et encore une fois, à la même période où on se posait des questions sur « Ah oui, mais la Terre, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ?» Eh bien, Gérard O'Neill, un physicien américain, s'est plu à imaginer des stations orbitales. Alors là, on ne voit pas beaucoup. Je vais agrandir un peu le tableau. Vous voyez, des modèles de stations orbitales géantes. Ce n'est pas des trucs genre l'ISS. L'ISS, c'est grotesque en termes de taille si on la compare à ces stations orbitales. Des choses qui font des kilomètres de diamètre, des dizaines de kilomètres de long. La première vague d'habitants, c'est 200 000 habitants, jusqu'à 20 millions d'habitants. Alors oui, on n'est pas dans la petite station orbitale, on y va franchement. Et ça a été sérieusement envisagé de construire des choses comme ça jusque dans les années 80, moment où d'abord la NASA avait moins de sous, et puis ensuite, sous l'impulsion ça j'oublie son nom, mais l'acteur américain qui est devenu président Reagan, merci, je suis vieux et fatigué, et il y a eu l'initiative de défense stratégique, beaucoup d'argent mis dans un projet qui était une sorte de bouclier sous forme de satellite qui est préservé les tirs de missiles soviétiques sur les États-Unis. Et donc là, tout ça a été coupé, mais il y avait discussion autour de ça. Vous voyez que la date la plus précoce estimée pour la construction du modèle 4, 32 km de long et 3200 mètres de rayon, c'était 2008. Donc évidemment, c'est toujours facile de rigoler des anticipations quand on a passé la date, mais il y avait l'envie quand même d'aller dans ce sens-là. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça, le camarade O'Neill? Eh bien, regardez le titre de l'article qui est publié en Physics Today en 1974, avec des détails techniques, hein, ça reste un rêve d'ingénieur aussi, pour partie, pour « Solving many of the Earth's problems ». On va résoudre les problèmes de la Terre comme ça. On va faire des grandes stations, et du coup, la surpopulation, les ressources, on sera dans l'espace, et c'est parti. Et donc, ça vous rappelle des discours qu'on entend maintenant, mais qui sont des discours qui n'ont absolument rien d'original. Dès qu'on a cette culture-là, on dit, le camarade Musk, il a juste repompé sur ou Bezos, ils ont juste repompé sur ce qu'ils ont vu. Jeff Bezos a été l'étudiant de Gérard O'Neill en 1980. Voilà, donc lui, il voit bien qui c'est Gérard O'Neill, il la connaît bien, enfin, il a vu sa pensée, ou il a lu ses livres. Alors voilà, c'est toujours très beau, hein. Là, c'est des œuvres de Space Art des années 74, c'est toujours très beau. Ça pose la question aussi, implicitement, qui peut aller là-dedans ? Qui a les moyens d'aller là-dedans. Dans Elysium, c'est clair, hein, c'est pas vous, hein, c'est ceux qui ont le pognon. Et puis les autres croupissent sur une terre très dégradée, et ceux qui sont en haut ramassent un peu, avec des milices, ramassent un peu les ressources dont ils ont besoin, parce que dans l'espace, quand même, c'est un milieu extrêmement hostile pour l'humanité. Et donc, vous voyez, c'est la terre telle qu'on aimerait qu'elle soit. C'est-à-dire, on est peinard, c'est beau, c'est pas pollué, et puis on est entre soi. C'est une belle banlieue américaine, ça c'est une des visions des torts de Stanford, une belle banlieue américaine dans l'espace. Donc, quitter la Terre pour faire des colonies orbitales, mais aussi, et on le voit dans Interstellar, quitter la Terre pour aller sur d'autres planètes. La planète B, l'idée qu'ailleurs, on va pouvoir faire des colonies. Alors, dans le système solaire, la réponse est non. Il n'y a que la Terre qui est une planète habitable. Et puis, on en trouve, alors, dans Interstellar, par des moyens variés, propres à la science-fiction, en passant par des trous de verre, enfin des astuces, on se retrouve vers d'autres planètes, éventuellement. Mais c'est pas facile de transporter 8 milliards d'humains ailleurs que là où ils sont. Donc, ça pose toujours la question, qui seront les premiers, qui restera sur Terre, enfin, voilà. Donc, cette question-là, politique, sociale, extrêmement importante. Et finalement, cet échappatoire cosmique qu'on trouve dans la SF, je pense que c'est un des poncifs les plus nocifs de la science-fiction, puisque ça laisse la possibilité de dire « Oh, ben, il y a ailleurs, on va aller ailleurs, il n'y a pas de problème. On va conquérir le système solaire, on va trouver des milliards de ressources. » Dans la série télévisée, ça y est, je suis encore en train de devenir fou. Peut-être que je suis fou, en fait.
The Expanse, merci, ils sont forts. Voilà, c'était un test en fait pour l'audience. The Expanse, dans la série The Expanse, où là vraiment, en fait, c'est la Terre exportée, le capitalisme, tout pareil, mais dans l'espace, à l'échelle du système solaire. Finalement, c'est ça, et on trouve des ressources considérables là-bas. Alors une autre possibilité qui est évoquée par la science-fiction, là encore beaucoup de name dropping, donc je ne vais pas m'allonger là-dessus, mais je vais quand même donner quelques œuvres, et puis vous aurez les planches, donc de toute façon, et puis allez à la bibliothèque, vous verrez, il y a des livres super. Modifier la Terre. Puisqu'on est en train de modifier la Terre de manière assez désordonnée et disons, involontaire, on ne veut pas se nuire à soi-même par défaut, mais enfin, le résultat, c'est un peu ce qu'on fait, eh bien, on pourrait transformer ça, réparer ça, ce qu'on appellerait la géo-ingénierie, mais qui est née d'abord sous un autre mot, qui est un mot forgé dans la science-fiction, qui s'appelle la terraformation. L'idée qu'on pourrait transformer les conditions d'une planète, les conditions climatiques d'une planète, par exemple la planète Mars, qui est pour l'instant tout à fait inopportune pour la vie humaine, mais moyennant quelques transformations pas tout à fait légères, on pourrait la rendre habitable par des humains. Cette idée de terraformation, elle naît dans la science-fiction dans les années 1942, et le pendant, c'est la géo-ingénierie. C'est on a détruit la Terre, enfin on a abîmé la Terre, on va essayer de réparer ça. On va re-terraformer la Terre. Après avoir déterraformé la Terre, on va la re-terraformer. On sent comme il y a comme un problème, hein, c'est un peu mettre une emplâtre sur jambe de bois peut-être. Il faudrait se poser la question d'éviter de déterraformer la Terre, de perdre son habitabilité avant d'essayer de la réparer. Surtout que ça pose tout un tas de questions techniques sur lesquelles je ne rentre pas. Mais qui sont intéressantes. Dans le Dune de Frank Herbert, un des problèmes des Fremen, c'est qu'ils sont sur une planète difficile à habiter et qui produit cette épice qui est la source de convoitise dans l'ensemble de l'Imperium. Et une des ambitions des Fremen, notamment pour retrouver leur souveraineté, c'est de transformer leur planète, de faire de la géo-ingénierie sur leur planète pour la rendre plus agréable à vivre, avec de l'eau et puis des arbres, enfin plus un grand désert. Et ça, évidemment, si ça fait ça, alors ça détruit un cycle écologique fondamental de Dune, le cycle du ver, qui produit l'épice. Et donc on comprend immédiatement que les grandes puissances ne sont pas du tout d'accord avec les projets des Fremen. C'est un peu comme si les pays pétroliers décidaient de, pour sauver la planète, on coupe tout le robinet de pétrole. Voilà, ils décident ça. Et bien, je pense qu'il y en a qui seraient énervés dans le monde et qui iraient leur expliquer, peut-être manu militari, que non, on ne va pas couper les robinets de pétrole comme ça, au prétexte de sauver la planète, même s'ils voulaient faire ça dans un geste très altruiste. Donc c'est ce qui se passe aussi dans Dune. On peut aussi modifier le vivant. Eh bien oui, c'est une autre possibilité. Après tout, si le monde se transforme, quelle que soit la raison, par l'évolution naturelle de la planète, qui prend évidemment des échelles géologiques des millions ou des dizaines de millions d'années, mais si le monde se transforme, y compris sous notre influence, transformons-nous pour nous adapter à ce monde. Et on voit dans Robert Silverberg, Ciel brûlant de minuit, où les humains, alors évidemment, toujours pareil, hein, les plus riches, ceux qui ont les moyens qui veulent survivre dans ce monde compliqué, se transforment génétiquement pour avoir des capacités de résistance supérieures, à la fois un flux solaire plus intense, des températures plus élevées, des restrictions en eau, etc. Dans La fille automate, encore Paolo Bacigalupi, vous avez compris que c'est un auteur qu'il ne faut pas rater. Alors, ce n'est pas tant les questions cette fois-ci climatiques qui sont mis en jeu, c'est tout à fait autre chose sur les questions d'androïdes et d'intelligence artificielle qui sont au cœur du roman, mais il y a dans ce monde des machines qui sont mues par des éléphants génétiquement modifiés, des espèces de pachydermes titanesques, et dont la force musculaire fait mouvoir des machines qui, elles, servent à la production d'électricité ou à la production mécanique, à faire tourner des objets, des machines mécaniques dans des usines. Et donc là, on a modifié le vivant terrestre pour profiter de sa puissance musculaire, comme on l'a fait dans le passé lointain de la Terre, et qu'on utilise encore, la puissance animale, mais ça, c'est dans un monde où on le fait parce qu'on est un peu contraint. On choisit de le faire, contraints que nous sommes par la disparition des ressources fossiles à cette époque. Donc, cette question-là, de modifier le vivant, donc c'est toutes les étapes, on se rend compte que ça ne va pas, de plusieurs façons différentes pour plusieurs raisons. On se dit, partons, et il y a plusieurs destinations possibles, et puis modifions la Terre, et puis modifions les humains ou les vivants qui sont sur la Terre. Voilà encore une autre voie qui est discutée dans la science-fiction. Et donc, finalement, dans cette science-fiction, on voit qu'il y a une sorte de passage de l'abondance, la science-fiction de l'âge d'or, une abondance considérable, on fait ce qu'on veut, on éclate glorieusement les écosystèmes galactiques, parce que de toute façon on fait ce qu'on veut, on a des vaisseaux, tout le monde fait ce qu'il veut, mais c'est né donc cette science-fiction d'un émerveillement pour la technique et une omniprésence de la technique avec un imaginaire du saut technique qui est extrêmement présent. Il n'y a pas de problème que la technique ne puisse résoudre.
Et évidemment, sans aucune conséquence secondaire. Elle résout le problème et puis c'est plié. On sait bien que maintenant, c'est un peu plus compliqué que ça, et que des fois, une solution technique à un problème peut apporter elle-même des conséquences. La voiture n'est pas sans intérêt pour se déplacer, mais elle a produit un déchet qui s'appelle le gaz carbonique, qui, en s'accumulant dans l'atmosphère, détruit l'équilibre radiatif de la Terre et provoque le changement climatique ici, sans parler de l'artificialisation des sols qu'il faut pour construire les routes et les conséquences en termes de décès humains écrasés par les voitures, etc. etc. Donc on voit qu'un objet qui a des fonctions incontestablement utiles a aussi une multitude de conséquences qui sont néfastes, et c'est à peu près vrai pour pas mal d'objets techniques finalement. Et donc dans ce cadre-là, les ressources sont quasi infinies. En fait, ce que l'humanité fait, c'est piocher dans un stock qui est si immense que finalement la variation du stock est négligeable, et donc il est considéré comme quasi infini. Alors, ça pose tout un tas de questions. Est-ce qu'on peut rendre les techniques durables, propres? Est-ce que on peut remplacer des fonctions naturelles par des objets techniques? Est-ce qu'on peut reconstituer les stocks en allant ailleurs? Est-ce qu'il y a vraiment un ailleurs si considérable et si facile d'accès que l'on puisse aller ailleurs pour résoudre les problèmes? Et puis, la question de la rareté et des réserves limitées, ça, la science-fiction le met en scène. Que ce soit la Terre vue comme un vaisseau, qui est un poncif, mais très connu quand même, un poncif de la SF et pas que, à la Terre comme un vaisseau spatial, un peu bête, il fait le tour du Soleil et puis le Soleil se déplace. Donc il fait en fait... Bon, bref, il se déplace dans l'espace. Un vaisseau, une colonie planétaire, où on établit donc la planète B ou alors la colonie orbitale, il y a les raretés des ressources. Et quand les ressources sont rares, on voit tout de suite que, eh bien, dans le cas de, je sais pas, The Expanse, quand il y a des révoltes des soutiers qui creusent les astéroïdes, il suffit de couper l'air. Hein. C'est pas bien compliqué pour les mater. Il n'y a pas besoin d'envoyer les flics. Hein. On coupe l'air et puis... tout de suite, ça leur coupe le sifflet très concrètement. Donc, tous les moyens qui sont là, quand les ressources sont limitées, que devient le monde? Et enfin, à l'inverse, les libertés, la liberté qu'on a, c'est l'impression de liberté qu'on peut avoir, en fait, ça pourrait être le résultat d'une planification rigoureuse, pas de gaspillage, on pourrait tout calibrer, mais c'est quoi le monde où tout est calibré, où tout est calculé pour ne pas être trop gaspillé? Et donc, ça peut être un monde aussi un peu carré, un peu raide pour nous. Comme disait Robert Heinlein, il n'existe rien d'autre. Ça n'existe pas, les repas gratuits. C'est dans The Moon is a Harsh Mistress, ça traduit par révolte sur la Lune. C'est très concrètement ça. Des colons lunaires qui sont là établis pour nourrir la Terre en surpopulation et qui doivent envoyer une partie de la production lunaire sur la Terre et qui eux-mêmes se retrouvent du coup en manque de ressources et qui se révoltent. Et je vous laisse découvrir le roman de Robert Heinlein. Et puis pour finir sur une page de name dropping atroce, plein de trucs sympas à lire si vous voulez tomber dans d'autres, dans cette fois de la science-fiction, disons plus récente, je vais aller dire plus moderne. La science-fiction est toujours moderne, c'est peut-être la seule littérature qui est toujours moderne parce qu'elle pioche toujours dans ce qui se passe dans le monde réel. Les questions de solarpunk, c'est-à-dire de monde où l'énergie solaire, disons, est importante. Et puis, j'attire votre attention sur le Center for Science and Imagination de l'Université d'Arizona, avec qui j'ai eu le plaisir de collaborer une fois, et qui produisent régulièrement sur des thématiques des œuvres de science-fiction commandées à des auteurs de science-fiction, des autrices de science-fiction, et qui sont aussi commentées par des scientifiques qui les commentent. Et puis, dans les imaginaires du futur d'Ariel Kirou, qui en général ouvre la question et discute la question des imaginaires du futur, et il y a un chapitre évidemment consacré aux questions écologiques. Et puis, Alice Karabédian, un texte que je trouve absolument génial, Utopie radicale, par-delà l'imaginaire des cabanes et des ruines, pour se dire ça serait quoi un monde utopique maintenant? Elle en discute, je ne raconte pas. Lisez Alice Karabédian, c'est super. J'ai fait un peu plus long, 29 minutes pile, donc j'ai dépassé un peu, je m'en excuse. Merci à vous. Vous entendez bien, ça fonctionne. Merci beaucoup, merci Roland pour cette plongée dans les possibles de la science-fiction en matière de transformation du monde. Ouais, c'est un peu flou, effectivement. C'est même très flou. On va essayer de résoudre ça. Moi, je vais prendre un angle un petit peu complémentaire de celui de Roland, qui est l'angle des sciences sociales. De la politique, de la sociologie. Et l'objectif de ce décryptage des relations qu'entretiennent la science-fiction, les œuvres de science-fiction et l'écologie politique, c'est de vous montrer deux choses. D'abord, de vous montrer la bataille culturelle, la bataille idéologique qui a lieu aujourd'hui dans un monde où la science-fiction est redevenue à la mode,
Quand on regarde la liste des blockbusters de l'année 2024, il y en a 1 sur 4 qui appartient au genre de la science-fiction. Quand on remonte quelques années en arrière, on arrive parfois jusqu'à 40% de la production cinématographique. Les grandes plateformes de contenu investissent des millions et des centaines de millions d'euros dans la production de séries, inspirées de classiques. En ce moment, vous pouvez voir Silo, vous pouvez voir Le Problème à 3 corps, vous pouvez voir Severance. Et donc, il y a un véritable business derrière tout ça. Mais il n'y a pas qu'un business. Il y a aussi des présupposés idéologiques et que je vais essayer de décrypter parce que je pense que pour les étudiants de sciences politiques, c'est important de pouvoir aller au-delà du divertissement. Il y a un podcast que je vous recommande qui est formidable qui s'appelle « C'est plus que de la SF ». Et effectivement, c'est plus que de la SF. Il y a 200 épisodes. Là, vous avez vraiment beaucoup de choses. Roland a participé à l'ouverture de la saison 5 du podcast. Le deuxième objectif, c'est de vous montrer à quel point ça peut être fructueux d'envisager la fabrication de monde comme un vecteur pédagogique, un vecteur scientifique, un vecteur de recherche, un vecteur d'aide à la décision. L'armée américaine, ça fait des années qu'elle fait appel à des auteurs et des autrices de science-fiction pour imaginer les guerres de demain, le combattant de demain. L'armée française aussi, récemment, avec la Red Team. Et je trouve que ce serait bien qu'il y ait un pluralisme des utilisations de la science-fiction et de la fabrication de monde imaginaire, que ce ne soit pas laissé qu'aux militaires, même si les militaires ont tout à fait leur légitimité pour le faire. Voilà l'objectif de la présentation. Je vais dérouler comme ça, parce que ça se déroule comme ça. 2 temps. Un premier temps sur un panorama de la production scientifique de science-fiction contemporaine, donc avec des références complémentaires de celles de Roland, et puis il y aura quelques recoupements quand même, notamment les grands classiques, autour des figures de la dystopie et de l'omniprésence de la catastrophe écologique dans ces productions de masse, dans ces productions culturelles de masse. Et un deuxième temps pour essayer de voir quelles sont les portes de sortie qui nous sont proposées. Le pluriel est important parce qu'il y a, encore une fois, des mondes meilleurs qui ne sont pas tous les mêmes, qui ne sont pas pour les mêmes personnes, qui ne supposent pas les mêmes régimes et les mêmes organisations sociales et politiques. Et en espérant que, pour faire le clin d'œil avec Huxley, que le monde meilleur ne soit pas le meilleur des mondes. Et je parlerai de tous les risques qui sont embarqués dans ces visions de monde meilleur. Je terminerai, parce qu'on est avec l'école urbaine, sur la place des villes dans tout ça, et par une invitation à ce que vous nous aidiez peut-être, ce que vous aidiez le monde de la science-fiction à renouveler un peu son imaginaire urbain, que je trouve personnellement un petit peu coincé dans le temps et dans l'espace. Alors, pour faire ce panorama des œuvres plutôt contemporaines, un début d'abécédaire, ABC, A comme apocalypse écologique, B comme brutalisation sociale et C comme contrôle politique. A comme apocalypse, le post-apocalyptique est un des sous-genres de la science-fiction, avec le space opéra, avec le cyberpunk. Enfin, on ne va pas s'étendre tout de suite sur l'infinie variété des sous-genres de la science-fiction, mais il est particulièrement en vogue. Il traduit évidemment une prise de conscience des enjeux écologiques, et puis traduit une fonction de catharsis, de gestion de l'anxiété. Pour mémoire, si vous ne le savez pas, ou pour info, donc, au moment de la pandémie, le film le plus vu sur Netflix, c'était Contagion. Bon, donc ça montre bien qu'il faut gérer son anxiété. On en est tous là. Et donc le post-apocalyptique obéit à cette logique-là. J'ai pris une image de Mad Max. Tu as parlé du lancement de Mad Max dans les années 80, avec ce capitalisme prédateur, carboné, violent autour du contrôle des ressources en pétrole et de ces bandes qui s'affrontent. Bon, tout le monde a au moins entendu parler de Mad Max. Ce que je trouve intéressant, c'est que George Miller a toujours eu envie de faire des suites, mais qu'il a réussi à les faire financer à partir de 2015. Et hasard du calendrier, 2015, c'est la COP 21. Et George Miller renouvelle son monde imaginaire vraiment à partir de l'incarnation physique, esthétique de la question des lieux où les quelques ressources qui restent sont concentrées et du contrôle de ces lieux. Là, vous avez à l'image la citadelle aquifère de l'épisode donc Fury Road, qu'on voit aussi dans le dernier Furiosa, où un espèce de tyran arrive à montrer symboliquement toute l'étendue de son pouvoir en versant de l'eau qui est évidemment bue par les masses qui s'agglutinent au pied de la forteresse. Et donc, on voit
voit à travers cette image extrêmement puissante et intéressante, et c'est tout l'intérêt de la SF, de nous secouer esthétiquement. On voit cette incarnation, cette métaphore absolument sidérante de la pénurie de ressources en eau et de l'importance de son contrôle. Il y a d'autres lieux comme ça emblématiques dans Mad Max, dans les 2 derniers épisodes. Il y a Gastown, qui est la raffinerie, qui permet encore aux différentes bandes qui s'affrontent de pouvoir faire rouler leurs véhicules démoniaques. Et puis, il y a quelque chose qui sans doute va être développé dans les épisodes suivants si Miller arrive à faire financer, parce que Furiosa n'a pas été le blockbuster attendu, c'est peut-être un peu violent. Donc si les studios arrivent à se motiver, je pense qu'il y a un lieu qui s'appelle la Terre Verte, qui est un lieu géré par des femmes qui ont réussi à rendre la Terre à nouveau fertile. Furiosa s'ouvre sur l'image d'une jeune fille qui cueille une pêche dans un arbre. Et ben je pense que c'est probablement, je ne suis pas dans la tête de George Miller, mais en tout cas moi je lui conseillerais de faire ça, de développer cette approche de la Terre verte comme un lieu potentiellement utopique, en contrepoint de la dystopie terrifiante qui est toute cette série de Mad Max. Clin d'œil, peut-être que dans les années qui viennent, il ne faudra pas aller en Australie ou je ne sais où pour tourner Mad Max et qu'on pourra le tourner dans l'Extrémadour ou des régions désertifiées de l'Espagne, puisque la désertification de l'Espagne est en cours et à peu près certaine, en tout cas pour une bonne partie de son territoire, dans les années à venir. Autre œuvre que j'ai envie de mettre en avant sur cette question de l'apocalypse écologique, c'est un jeu vidéo qui s'appelle Death Stranding. C'est vraiment pour moi le jeu vidéo le plus stimulant, le plus excitant des 10 dernières années. C'est un jeu vidéo japonais. Vous jouez un livreur avec tout son paquetage sur le dos qui se balade, qui livre en fait des villes souterraines enterrées et qui est la courroie de transmission finalement des marchandises entre ces différentes cités. Alors elles se sont enterrées parce que la terre est ravagée par des pluies noires qui sont des pluies, une référence aux pluies acides évidemment, mais c'est pas que des pluies acides, c'est là où tout l'imaginaire propre au Japon, à savoir avec une dimension mystique, ésotérique, intervient. C'est des pluies qui sont aussi des pluies qui fabriquent des monstres, c'est des pluies qui renvoient à un ailleurs, à un au-delà, à une communication entre le monde des morts et le monde des vivants. Donc vraiment, je vous encourage, il y a des jeux vidéo peu intéressants et puis il y en a qui sont formidables et celui-là en fait partie. Vous dire aussi que cet imaginaire de la post-apocalypse ou de l'apocalypse, c'est pas complètement récent. On en a parlé juste avant. Il y a une couverture de BD que j'ai mise là qui s'appelle La Cité des eaux mouvantes, qui est le premier tome d'une série de 2 protagonistes, Valérian et Laureline, de Christin et Mézières, qui doit dater, je crois, de 79. Oui, c'est ça, si ma mémoire est bonne. C'est New York sous les eaux, et c'est une image qui ne déparaîtrait pas aujourd'hui dans les rayons de n'importe quel libraire. Donc la différence, c'est que la catastrophe climatique, elle est liée à une apocalypse nucléaire qui a fait fondre la calotte glaciaire. Simplement pour dire qu'on est quand même dans des choses qui se sont travaillées depuis longtemps. L'intérêt, je trouve, avec la science-fiction, c'est que immédiatement, dès le début, elle embarque pas seulement les questions scientifiques, mais aussi les questions sociales et politiques. Elle nous parle de la brutalisation de la société dans une situation de collapse, de pénurie. Est-ce que l'état de nature est un état de barbarie? Est-ce que c'est un état d'entraide? Donc il y a le dilemme anthropologique qui est posé dans toutes ces œuvres. Et il y a des œuvres cultes, The Road de Cormac McCarthy, un roman adapté en film, adapté très récemment en BD par Manu Larsenet, que je vous recommande, où un père et son fils essayent de survivre aux États-Unis face à des meutes d'humains, on peut les qualifier de meutes, puisqu'il n'y a plus de ressources alimentaires, et donc les humains ont été conduits à devenir cannibales. Donc là, on est vraiment dans la survie individuelle face à un monde extrêmement hostile. Petit clin d'œil aux urbanistes aussi, avec la nouvelle IGH, immeuble de grande hauteur,
de J.G. Ballard, un auteur anglais des années 70, extrêmement actif dans l'époque, on va dire, gauchisante de la SF britannique. Et là, c'est quand la panne d'ascenseur dans la tour tourne au cannibalisme. Voilà. Donc, moi, ayant habité dans un HLM de 15 étages quand j'étais petit, ça m'a fait très peur quand j'ai lu cette nouvelle quand j'étais jeune. Alors, tout ça, c'est des choses qui renvoient aussi à toute la mode des zombies, des films où vraiment on doit échapper au fait de se faire croquer. Il y a des œuvres qui vont un petit peu plus loin, qui montrent que c'est pas qu'une question de survie individuelle, qu'il y a du collectif, qu'il peut y avoir des rapports sociaux, qu'il peut y avoir des luttes de classe, qu'il peut y avoir des organisations collectives, qu'il peut y avoir de la violence politique organisée, de la contestation, de l'insurrection, de la contre-insurrection. Et pour moi, une œuvre magnifique, c'est Transpersonnage, une bande dessinée de Rochette et Loeb, qui est parue en 82, je crois, dans la revue Pilote, et qui a connu beaucoup de suites, et qui présente l'intérêt de condenser tous les enjeux en un lieu très confiné, puisque ce qui reste de l'humanité après une catastrophe, dans un monde qui est complètement glacé, pour le coup, c'est pas le désert, c'est la glace, ce qui reste de l'humanité a été concentré dans un train, et ce train est complètement autosuffisant. Il s'est affranchi de la question des ressources. Il y a une machine à mouvement perpétuel qui est dans la locomotive. Il y a une espèce de viande cellulaire qui est fabriquée sans aucun problème. Par contre, on a 3 classes, troisième classe, deuxième classe, première classe. Donc en gros, classe moyenne, oligarchie et le bas peuple. Ou alors la référence aussi au tiers-monde par rapport à l'époque de publication de la BD. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on peut avoir plusieurs lectures de cette œuvre. On peut avoir une lecture très lutte des classes, très marxiste, comme a fait Bong Joon-ho, le coréen, quand il l'a adapté au cinéma. Et puis on peut avoir une lecture qui est un peu différente, qui est qu'un individu qui veut échapper à sa condition, un petit peu comme un grain de sable dans la machine, amène à une révolte, qui est une révolte plus une jacquerie, en fait, qu'une révolution. Et je vous laisse lire la BD. En tout cas, ça montre bien que dans tout mouvement, je dirais, collectif, il y a une dimension de violence et de contestation, et puis il y a une dimension de solidarité et d'entraide et de sociabilité qui se crée. Alors, qui dit brutalisation, qui dit chaos, qui dit survie, dit contrôle, évidemment, ou en tout cas volonté de contrôle. Rétablir l'ordre, comme dirait notre ministre de l'Intérieur, ou même instaurer un ordre nouveau, c'est-à-dire un ordre totalitaire. Là, je vais commencer par Children of Men, Les Fils de l'Homme d'Alfonso Cuarón, 2006, un film formidable, où l'Angleterre, devenue fasciste, s'est barricadée pour faire face à la pression migratoire. Par ailleurs, c'est une Angleterre qui est minée de l'intérieur, puisqu'il y a une infertilité complète, et il reste une femme qui attend un bébé, et c'est cette femme qu'on voit à l'écran, que le personnage, le protagoniste, va essayer d'exfiltrer. Donc vous voyez les militaires autour. C'est l'imaginaire des barbelés, des murs, qui renvoie à tout un tas d'images qu'on connaît. Ici, une photo du mur entre le Mexique et les États-Unis. On pourrait parler de la Palestine, on voit aussi un bateau avec la question des exilés sur le mur qui est en réalité la Méditerranée, peut-être un mur encore plus dangereux que les autres. Donc, évidemment, dans la science-fiction, on a immédiatement, du point de vue de la science politique, des régimes dictatoriaux qui s'installent. Et puis, des choses intéressantes qui sont la délégitimation, voire la criminalisation des opposants. Dans 12 Monkeys, qui est un film formidable d'un ancien Monty Python que je vous recommande, qui a aussi fait Brasil, qui s'appelle Terry Gilliam, adapté d'un court-métrage de Chris Marker qui s'appelle La Jetée. Ça, c'est pour vraiment les puristes. Qui est très bien aussi, qui est un montage de photos. Bref, il faut que je tienne le temps. Donc, dans L'Armée des 12 singes, en fait, on nous explique que l'humanité a été ravagée, ou quasiment ravagée, par un virus, une pandémie, et tout au long du film, on nous dit que c'est les antispécistes qui ont fait le coup, des militants écologistes et radicalisés, des éco-terroristes, comme on dirait aujourd'hui. Et puis on découvre à la fin que c'est plutôt un loup solitaire, un peu, carrément misanthrope, qui a mis la main sur le virus dans un laboratoire d'un Big Pharma. Donc, intéressant. Ça peut virer carrément à
au monde totalitaire. Le roman de Margaret Atwood, The Handmaid's Tale, donc La Servante écarlate, est très intéressant. Il a été adapté en série avec la collaboration de Atwood au scénario. C'est plutôt une très bonne série. C'est intéressant parce qu'on l'oublie un peu souvent. C'est une théocratie chrétienne qui met en coupe réglée les corps et les esprits des femmes dans un monde où l'infertilité est quasiment la norme. Il reste quelques femmes qui peuvent procréer et elles sont finalement des procréatrices au service de l'oligarchie. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on ne le dit pas assez souvent, ce monde-là, il est rendu infertile par la contamination, par les pollutions et par la baisse de la fertilité qui va avec. Donc, d'une certaine manière, c'est aussi une écofiction ou une écodystopie. Et puis, dans le rapport qu'entretiennent ces récits de l'imaginaire avec le réel, avec les luttes, vous voyez là une photo prise en 2022 d'une femme qui porte le costume de servante écarlate avec un panneau « This is not fiction ». On peut aussi penser à l'usage qui a été fait par Anonymous, par le mouvement Anonymous et les hackers, du masque inventé par Alan Moore, un auteur dont je pourrais faire des heures, mais je ne sais pas le jour, dans sa BD, dans son comic V pour Vendetta. Parfois, ces imaginaires totalitaires sont pas voulus au départ. C'est plutôt des intentions absolument bienveillantes. Tu parlais de surpopulation et de gestion de la surpopulation. Je vais reciter aussi Silverberg avec un autre bouquin qui s'appelle Les monades urbaines. Alors vraiment, en tant qu'urbaniste, celui-là, il faut le lire. Parce que, et je me mets dedans, c'est un peu, en tant qu'ancien aménageur, c'est un peu un fantasme d'urbaniste ou d'aménageur ou de promoteur vertueux. C'est-à-dire qu'on nous parle très souvent de faire de la densité, de monter en hauteur, de faire de la verticalité pour libérer le sol, pour que le sol soit dévolu à des fonctions agricoles, etc. Bon. On connaît bien ça dans l'aménagement, c'est le principe des écocités. Je vous ai mis une photo d'une écocité chinoise. Le problème, c'est que dans ces tours immenses où on empile des millions, des milliards d'habitants et qui colonisent comme une forêt immense l'ensemble de la planète, et la promiscuité fait que les règles sont un peu strictes et que si on ne se conforme pas à ce code collectif, Silverberg appelle ça dévaler la chute, c'est-à-dire qu'en gros on est jeté du haut de la tour parce qu'on est un anomo. Un anomo, c'est un anormal, et le roman est formidable parce qu'en fait tous les personnages sont eux-mêmes pris dans le doute de savoir si ce monde est formidable ou pas. Ils ne savent pas très bien, ils ont des doutes, mais ils se disent mais si quand même. Bon. Donc lisez-le quand vous dessinerez un projet d'aménagement. Petite transition, donc je vous ai fait l'abécédaire rapide, je vais aller plus vite sur la deuxième partie pour qu'on ait le temps de discuter. Petite transition, donc j'ai dit que cette vogue des dystopies à dimension écologique ou écologiste est à la fois un business, le business de l'anxiété, à la fois une manière d'exercer pour les auteurs et les autrices conscients une alerte. Ça peut être aussi une habituation au monde qui vient, au « there is no alternative ». Ça peut être aussi, et il faut le mentionner, et je ne l'ai pas mis dans les transparents volontairement, vous comprendrez pourquoi, ça peut être aussi une fascination du contrôle et de la force exercée sur la population. Il y a une science-fiction de gauche, il y a une science-fiction de droite, et puis il y a une science-fiction d'extrême droite. Il y a les Turner Diaries en 73, qui sont une espèce de guide et de mode d'emploi de la guerre raciale, très prisé par les suprémacistes. Il y a le Camp des Saints en 73, qui est aussi quelque chose qui circule beaucoup dans les milieux d'extrême droite et de la fachosphère. Donc évidemment, je ne vais pas faire la publicité de tout ça dans les transparents, mais ça existe. Hein. Donc, ceci étant, on ne peut pas, d'un point de vue purement romanesque, limiter une œuvre à la catastrophe, la collapsologie. Il faut offrir une porte de sortie, sinon le lecteur ou le spectateur, à un moment, il décroche ou il va prendre un calmant. Et donc, qu'est-ce qu'on nous propose ? Je vais aller vite. Il y a deux types de propositions. Il y a des propositions qui finalement sont les comportements animaux. On fuit devant le danger, donc il y a des imaginaires de la fuite, où on se confronte et on transforme la situation. Dans les imaginaires de la fuite, je vais aller vite, Roland a parlé largement du fantasme de la planète B. Interstellar est un film brillantissime de Nolan, mais dont le substrat idéologique doit être questionné et interrogé.
Elon Musk, quand il lance SpaceX, il le lance avec un narratif qui est la conquête spatiale et la conquête de Mars. Et tout ça a quand même des effets. Je rappelle juste que le fondateur de la scientologie était un écrivain plutôt raté de science-fiction, moins que Roland me contredise, mais dans les années 50. Ron Hubbard, et que les Musk et les Bezos, etc., sont nourris par la science-fiction. Tu as rappelé tout à l'heure aussi la proximité avec même des chercheurs qui travaillaient sur la planète B. J'ai mis une photo du projet Blue Seed, qui est un projet de 2013, qui n'est pas un exil dans une planète dans le système solaire, mais qui est un exil sur une planète qui est l'océan. L'idée, c'est d'un bateau. Ce projet a été abandonné parce qu'il n'est pas tenable, évidemment, scientifiquement, mais il a existé dans les intentions. C'est un bateau absolument autonome, autosuffisant, qui permettait à quelques libertariens millionnaires ou milliardaires de naviguer dans les eaux extraterritoriales et d'échapper à l'impôt. Voilà, donc c'est quand même des choses qui sont intéressantes, qui montrent aussi que la planète B, c'est pas pour tout le monde. Alors, il y a une autre manière de fuir les contraintes du réel, c'est la fuite dans le virtuel. C'est les mondes décrits par les Wachowski dans Matrix. C'est tout le mouvement cyberpunk. Mouvement cyberpunk qui a une dimension progressiste, j'insiste pas là-dessus, mais lisez le manifeste cyborg de Donna Haraway, c'est assez passionnant, sur les questions de genre, sur les questions de féminisme, deuxième vague, etc. Mais il y a aussi le cyberpunk, on va dire, travaillé par les GAFAM, et avec tout cet imaginaire du métavers, où on pourrait finalement oublier notre monde si difficile, avec tellement de pénuries et tellement de violence. Là encore, ça ne nous dit pas combien de ressources énergétiques ou en minerais il faut pour faire tourner le métaverse, quel est le niveau de marchandisation, comment est-ce qu'on va exercer ses droits et ses devoirs dans cet univers-là. Le film de Spielberg, inspiré d'un roman Ready Player One, est assez divertissant sur le sujet. Et puis, donc, il y a la question de la confrontation, de la transformation du monde. Là encore, je reprends le triptyque de Roland, changer la planète, changer l'humanité ou changer notre rapport au monde. Alors effectivement, c'est pour moi l'œuvre ultime, l'œuvre qui incorpore et qui embarque toutes ces questions de manière magistrale. J'ai mis la couverture du magazine Epsilon sur les 130 startups qui tentent déjà de refroidir le climat à coup d'envoi de particules dans les nuages pour les faire pleuvoir au risque de nous fabriquer l'amiante puissance 1000. Donc la terraformation, la géo-ingénierie, c'est pas que dans les bouquins ou dans les films. J'ai mis aussi la couverture d'une BD qui est inspirée d'une nouvelle d'un auteur très célèbre désormais dans la science-fiction, qui est Liu Cixin, chinois. La nouvelle s'appelle « Pour que respire le désert ». C'est l'histoire d'une petite fille qui s'amuse à faire des bulles de savon avec son pistolet à savon. Son papa est urbaniste et maire d'une ville qui est en train de mourir parce qu'elle est dans le nord-est chinois et le nord-est chinois est en train de se désertifier. Et puis, en devenant, elle est brillante, elle devient ingénieure, elle a fait des inventions extrêmement lucratives, elle lève des fonds absolument colossaux, et elle va résoudre le problème et réensemencer le désert en fabriquant des bulles de savon, pas du savon, mais des bulles géantes qui vont aller capter l'humidité de l'océan pour la déverser sur cette terre qui va être ressourcée de cette façon. Donc, l'idéologie et le mythe technoscientifique et prométhéen est quand même extrêmement présent, et pas que en Occident, aussi dans un certain nombre de pays. Sur la question de la transformation et de l'adaptation des humains, est-ce que demain on pourra être moins sensible à la chaleur? Est-ce qu'on pourra avoir des capacités grâce aux biopuces, par exemple celle de Musk et d'autres avec Neuralink? C'est aussi une promesse. Alors une promesse qui fait un petit peu peur. Ce qui est assez drôle ou inquiétant, c'est quand Musk nous dit que comme il y a un danger que les intelligences artificielles atteignent la singularité, c'est-à-dire la conscience, et que donc elles prennent le pas dans un scénario à la Terminator, prennent le pas sur l'humanité, le meilleur remède contre ça, pour éviter que les IA deviennent trop humaines, c'est que nous, on se technicise un peu et qu'on se dope un petit peu avec des biopuces. Au passage, les singes qui sont
les cobayes de ces expérimentations sont particulièrement torturés dans ce genre de dispositif. Et ça a été assez documenté récemment. Alors, est-ce qu'il y a des alternatives à ces visions techno-scientifiques, technocentrées ? Oui, il y en a. Je parlais du cyberpunk. Alain Damasio, notamment dans son dernier bouquin, et puis récemment dans une conférence, je discute avec lui, parle du biopunk, c'est-à-dire de l'hybridation de l'humain, de la technique et du vivant. C'est le sujet de son dernier bouquin, Les Furtifs, où il y a des espèces d'animaux hybridés avec des humains et avec des objets qui sont dans l'angle mort de la société de contrôle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les voir, si on les voit, ils se pétrifient. Donc il y a une chasse aux furtifs, le gouvernement veut en faire des armes de destruction massive. Un bouquin que moi je trouve magnifique, même si à certains moments, voilà, il s'écoute un peu. mais c'est enregistré, mon Dieu. Pardon, Alain. Et donc, il y a quand même un présupposé derrière tout ça, qui est que pour échapper à la société de contrôle, c'est un peu ce que dit Karabédian aussi dans l'imaginaire des cabanes, il faudrait des petites cellules autogérées, autogouvernées, avec un imaginaire anarcho-syndicaliste, très connecté à ce que lui appelle la ZAG, la zone autogouvernée. Vous voyez la référence à la ZAD. Et donc, il y a comme ça l'idée qu'on pourrait faire une espèce de, non pas de révolution, mais d'évolution vers un modèle alternatif. Alors, Karabédian dit bien que elle aimerait dépasser ce clivage entre, disons, les technoscientifiques et les zadistes, et elle renvoie à une fabrication d'utopie à la fois globale et en même temps qui ne soit pas totalitaire. Elle renvoie à Ursula Le Guin et toute une série et Ian M. Banks dans les années 70. Je termine juste sur ce volet-là pour vous dire que c'est un peu osé de ma part, mais je le fais. Il y a aussi l'idée que peut-être la nature devrait être mise au-dessus de l'humain. C'est tout le courant de la deep ecology, voire même sanctuarisée et peut-être même divinisée. Et pour moi, une œuvre majeure de la science-fiction au cinéma, c'est Stalker de Tarkovsky, qui a aussi fait Solaris et plein d'autres films formidables. Et Stalker, qui date de 1979, c'est l'histoire de la découverte d'une zone dont on ne sait pas si elle a été vitrifiée par une catastrophe nucléaire, si elle a été envahie par les aliens, mais en tout cas elle a été vidée par les humains. Les humains ne peuvent plus y aller. Et on a 3 personnages qui s'y rendent parce qu'il paraît que dans cette zone on peut accomplir des miracles à condition que l'humain se soumette. Donc c'est une vision très écologiste, puisque en passant de la ville avec les barbelés à la zone, on passe dans le film du noir et blanc à la couleur. C'est un moment extraordinaire d'un point de vue cinéma, et c'est un territoire où finalement les humains doivent se soumettre à la nature. Et donc c'est peut-être aussi une branche qu'il faut pouvoir regarder si on veut être dans un panorama complet. Je termine vraiment parce que j'ai été trop long. Et l'urbain dans tout ça. D'abord, je vous invite à bouquiner le livre de Alain Musset, géographe, spécialiste des villes latino-américaines, mais qui a fait une anthologie absolument géniale. Merci Roland de m'avoir conseillé ce bouquin, ce qui s'appelle Station Métropolis, direction Coruscant, et qui montre la stratification sociale dans les villes, qui montre voilà, à peu près tout. Moi, ce que je remarque quand même, c'est qu'entre Métropolis, Fritz Lang, 1927, et Mégalopolis de Coppola, que je n'ai pas eu le temps d'aller voir encore, mais c'est à peu près, en passant par Blade Runner, Star Wars et d'autres, c'est toujours le même imaginaire. C'est des villes, des tours, les personnages des murs sont toujours des architectes. J'ai aucun problème avec les architectes, j'ai travaillé avec beaucoup d'architectes, mais il n'y a pas que des architectes qui font la ville. On ne nous parle pas de réseau, on ne nous parle pas de sous-sol, on ne nous parle pas de fonctions agricoles, on ne nous parle pas des territoires servants qui sont autour, on ne nous parle pas de métabolisme urbain. Alors, il y a une imagerie qui commence à changer un petit peu avec, là je vous ai mis une BD qui s'appelle Mécanique Céleste, qui est plutôt divertissante, mais qui montre un imaginaire plus organique, plus relié. C'est une cité agricole qui est bâtie, enfin qui émerge dans les ruines d'un cataclysme nucléaire dans la forêt de Fontainebleau. Voilà, il y a plus de femmes aussi, c'est plus moderne, donc je vous invite à imaginer des mondes un peu différents, qui ne soient pas que des forêts de tours. Ceci étant, cet imaginaire-là, il est très puissant, puisque si on regarde le projet saoudien qui s'appelle The Line, c'est mettre 9 millions d'habitants d'ici 2030, je pense qu'ils sont mal partis,
partie, mais c'est surtout du soft power et du storytelling, tout ça. 9 millions d'habitants d'ici 2030, entre deux bars, hein, c'est pas du HLM parce qu'il n'y aura pas de pauvres, mais 500 km de long, 500 mètres de haut, pardon, 150 km de long, 2 bâtiments et toutes les fonctions urbaines au milieu, tout ça étant évidemment l'eau carbone ou pas neutre en émissions carbone. On se demande bien comment ils vont pouvoir faire tout ça. Je m'arrête là pour laisser la place aux questions. Ah oui.